Je m'appelle Sylvie Moreau. J'ai 67 ans. J'ai passé 4 décennies à travailler comme comptable, économisant chaque centime, élevant seul mon fils unique après que mon mari soit mort bien trop jeune. Je pensais que la retraite signifierait la paix. Je pensais avoir enfin gagné le droit de respirer, de me reposer, de faire un simple voyage juste pour moi. Mais le jour où je suis rentrée de ce voyage de retraite, traînant ma petite valise dans l'allée familière, j'ai trouvé toute ma vie qui m'attendait dans des sacs poubelles noirs, alignés près du portail comme des monuments funéraires. Chaque sac était gonflé de mes vêtements, de mes livres, des petits objets de mémoire qui avaient façonné toute une existence. Et là, au bout de l'allée, se tenait mon fils, Étienne. À côté de lui, sa femme, Mélissa, les bras croisés, le regard acéré. Mélissa posa sa main sur le bras d'Étienne. Sa voix était basse, mais ferme. « Dis-le. » Étienne déglutit difficilement. Un instant, j'ai cru voir une hésitation. Une lueur du garçon que j'avais autrefois porté dans mes bras pendant un orage alors qu'il brûlait de fièvre. Mais ensuite, il a baissé les yeux, évitant mon regard, et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. « Maman, je suis d'accord. Il faut que tu partes. Tu es à la retraite maintenant. Il est temps pour toi de t'en aller. » C'était tout. Aucune discussion, aucun avertissement, juste un verdict prononcé devant le portail de la maison que j'avais maintenu à flot pendant toutes ces années. Je suis restée figée. Le sourire que j'avais arboré depuis que j'étais montée dans le dernier train de mon voyage s'est effacé. Mon corps est devenu froid, bien que le soleil de l'après-midi soit chaud et bienveillant. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que quelque chose était tombé d'un des sacs. Un pull, le pull en laine couleur lit de vin que j'avais tricoté pour Étienne pendant sa première année d'université. Je me souvenais de chaque maille, de chaque nuit passée à la table de la cuisine, mes mains fatiguées maniant les aiguilles pendant qu'il étudiait pour ses examens. Étienne l'a vu aussi. Ses yeux se sont attardés dessus une fraction de seconde. J'ai pensé qu'il allait peut-être s'avancer, le ramasser, dire qu'il était désolé. Mais il a détourné le regard. Il m'a tourné le dos. Je me suis penchée lentement, j'ai ramassé le pull et je l'ai pressé contre ma poitrine. Puis, d'un autre sac, j'ai vu des éclats de porcelaine scintiller à la lumière. J'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai trouvé ce qui restait du vieux bol à café de mon mari, Gérard, celui de couleur bleu de Sèvres qu'il utilisait chaque matin jusqu'à ce que le cancer nous l'arrache. Fissuré, brisé en 1000 morceaux, jeté comme un rien. J'ai enveloppé les éclats dans un mouchoir et je les ai tenus comme si je le tenais à nouveau lui, sa chaleur, sa présence. Pas un mot n'est sorti de mes lèvres. Pas une seule supplique. Au lieu de cela, j'ai ouvert le coffre de ma voiture et j'ai commencé à soulever chaque sac poubelle, un par un. Mon corps tremblait, non pas de faiblesse, mais sous le poids de la trahison, une pression plus écrasante que n'importe quelle charge de tissu ou de papier. Mélissa a murmuré quelque chose à Étienne, un sourire narquois sur les lèvres comme si la victoire lui appartenait entièrement. Étienne ne m'a plus regardé. Quand le dernier sac fut à l'intérieur, je suis restée là, le pull dans une main, les débris du bol enveloppés dans l'autre. Mon fils venait de me dire que je n'étais plus la bienvenue dans la maison, même que j'avais fait vivre pendant des décennies. Et pourtant, j'ai souri, un sourire fin et sec qui avait le goût des cendres. D'accord, ai-je dit doucement. Ce seul mot portait la lourdeur de 30 ans de sacrifice et la libération de 30 ans de servitude. Je me suis glissée sur le siège du conducteur, j'ai fermé la portière et j'ai démarré le moteur. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a fait signe d'adieu. Les pneus ont roulé sur l'asphalte, crissant contre le gravier. Je n'ai pas regardé en arrière vers le portail. J'ai quitté ma maison, mon fils, et la vie que j'avais construite derrière moi. C'est ainsi que mon histoire commence. J'ai trouvé mes affaires dans des sacs poubelles devant le portail. Mon fils se tenait là avec sa femme, me disant « Tu es à la retraite. Va-t'en maintenant. » Et j'ai souri, je suis montée dans ma voiture et je suis partie. 6 mois plus tard, ce même fils m'enverrait 90 messages désespérés. « Où es-tu ? » Je m'appelle Sylvie Moreau. J'avais 35 ans quand le monde s'est fendu en deux. Le cancer a emporté mon mari, Gérard, au cours d'un hiver qui donnait l'impression que chaque souffle était un sursis. J'ai vidé son bureau avec des mains tremblantes et je n'ai ramené à la maison qu'une seule chose qui ressemblait à un phare dans le brouillard. Son bol à café bleu de Sèvres avec un petit éclat sur le bord, là où son alliance cliquetait toujours. Le lendemain matin, je l'ai lavé, puis le matin suivant encore. Je l'ai essuyé avec le bon torchon et je l'ai posé près de la cuisinière comme une promesse silencieuse. Certaines femmes allument des bougies. Moi, je polissais l'émail et la mémoire.
Le travail n'attendait pas le deuil. Je tenais les comptes d'un petit cabinet médical le jour et je faisais la comptabilité d'une épicerie de quartier le soir. 2 emplois pour payer les factures, le crédit immobilier et les baskets d'Étienne. J'ai appris l'odeur du toner et du café brûlé, le bourdonnement des néons qui transformaient minuit en plein jour. Quand le cabinet a réduit mes heures, j'ai ajouté la préparation des déclarations d'impôts le week-end et des cours du soir pour apprendre de nouveaux logiciels. Les chiffres étaient stables. Ils ne discutaient pas et ils s'équilibraient toujours quand on leur disait la vérité. Étienne avait 6 ans à l'époque, tout en coude et en question. Il aimait les dinosaures et les courses dans le couloir. Il appelait le couloir la piste d'athlétisme, et je devenais la foule en délire. Les bons soirs, nous étalions des livres de la bibliothèque sur le canapé et il s'endormait sur mon bras. La plupart des soirs, je pliais le linge à la lueur de la lampe du four pour réduire un peu la facture d'électricité. Je gardais 3 bocaux en verre sur le réfrigérateur. Pièces, réparation et espoir. Le bocal espoir contenait une simple note qui disait « Continue ». Le deuil n'était pas une simple tempête. C'était une météo changeante, qui ne demandait jamais la permission. Certains jours, c'était comme une chape de plomb, une somnolence invincible. D'autres jours, c'était un brouillard si épais que j'oubliais ce que j'étais allé chercher dans le garde-manger. Je portais le deuil dans une main, les chiffres dans l'autre, et Étienne sur ma hanche jusqu'à ce qu'il devienne trop grand pour mes bras. Les gens disaient que j'étais forte. Je hochais la tête parce que le loyer ne s'apitoie pas sur les larmes et les enfants ne dorment pas mieux quand une mère s'effondre. Pour moi, la force signifiait préparer des paniers repas et payer les factures à temps, sans faute. C'était une force discrète, tissée de routine et de discipline, une armure construite jour après jour pour nous protéger tous les deux. Je me souviens de chaque sacrifice, non pas avec amertume, mais avec la clarté d'un bilan comptable. Le cinéma que je n'ai pas vu, la robe que je n'ai pas achetée, les vacances que nous n'avons jamais prises. Chaque renoncement était un investissement dans l'avenir d'Étienne, une brique de plus dans la forteresse que j'essayais de bâtir autour de lui. Je croyais que cette forteresse le protégerait, mais j'ai appris, bien plus tard, qu'elle l'avait peut-être aussi empêché de voir le coût réel de ses fondations. Il ne voyait que les murs solides, pas les mains usées qui les avaient érigés. Cette prise de conscience viendrait bien après, dans le silence de mon petit appartement, lorsque j'apprendrais à reconstruire pour moi seul, non plus pour deux. Une nuit, la pluie s'est abattue violemment, une pluie de travers qui transformait les rues en torrents argentés. Étienne s'est réveillé brûlant, la peau écarlate, les yeux fiévreux et hagards. Le cabinet médical était fermé. Je me tenais à la fenêtre, pesant le coût d'un taxi que je ne pouvais pas me permettre contre celui du service d'urgence de l'autre côté du boulevard, qui n'avait pas encore traité notre nouvelle affiliation à la mutuelle. Le seul son que je pouvais identifier était le râle dans la respiration de mon garçon, un petit moteur qui avait dératé. J'ai enfilé le lourd manteau de Gérard et j'ai hissé Étienne sur mon dos. Il a enroulé ses bras autour de mon cou, trop fier pour pleurer, trop malade pour parler. Nous sommes sortis sous la pluie et nous avons marché, pâté de maison après pâté de maison, passant devant la laverie automatique et la carterie où il avait l'habitude de coller son nez contre la vitre. Le feu piéton refusait de passer au vert. J'ai regardé des 2 côtés et j'ai couru. Mes chaussures se sont remplies d'eau. Mes cheveux se sont collés à mon visage. Ma bouche n'arrêtait pas de répéter « tout va bien », tandis que mes jambes démentaient ce mensonge à chaque pas. L'infirmière des urgences n'a pas demandé ma carte vitale en premier. Elle a fait un prélèvement dans sa gorge, a pris sa température et m'a dit de respirer. Angine streptococcique, a-t-elle dit en montrant la ligne pourpre sur la bandelette de test. Un médecin aux yeux bienveillants a rédigé l'ordonnance et a prononcé les mots. Le 6e sens d'une mère à 2 heures du matin. Vous avez bien fait. Je me suis assise sur une chaise en plastique, tremblant de froid et de soulagement, pendant qu'Étienne dormait contre mon épaule. Le manteau goûtait sur le linoléum. Mes mains n'ont pas cessé de bouger jusqu'à ce que je touche son front et que je le sente plus frais. Nous sommes rentrés sous une pluie plus douce. J'ai bordé Étienne dans son lit et je me suis tenue devant l'évier, lavant le bol bleu de Sèvres tandis que le ciel pâlissait. J'ai su alors que certains rituels ne sont pas de la superstition. Ce sont les charpentes de l'âme. Chaque matin après cela, je lavais ce bol et j'essuyais l'éclat où son alliance avait cliqueté. Je le plaçais sur l'étagère près du sel. Même endroit, même distance de la cuisinière, comme une boussole pointant vers le nord. Quand la carte dans votre tête ne cesse de glisser, vous avez besoin d'un point fixe. Les années se sont empilées comme des boîtes d'archives.
J'ai appris quels clients paieraient en retard et lesquels ne pourraient pas payer du tout. J'ai appris à débloquer une photocopieuse avec un couteau à beurre et à transformer un reste de poulet en une soupe qui durait 3 jours. Je tenais un grand livre pour la maison et un autre pour mon cœur. Revenus, dépenses, heures gagnées, heures perdues. Je ne raconte pas cela pour recevoir des médailles. Je le raconte parce que l'histoire de mon départ commence avec la vérité de mon séjour, le fait que j'ai tenu le toit avec des choix ordinaires, répétés jusqu'à ce qu'ils se durcissent en habitude, en fondation. Étienne est devenu grand et occupé. Il a joué au basket et a cassé une fenêtre. Il détestait les choux de Bruxelles et adorait les crêpes en forme de lettres. Pour son 8e anniversaire, j'ai versé du chocolat chaud dans le bol bleu de Sèvres et je l'ai posé en face de son assiette. Une place pour un homme qui était parti mais pas effacé. Il m'a demandé si son père pouvait nous entendre. J'ai dit oui, bien que je ne connaisse pas les règles du paradis. Pour moi, la foi consistait à rincer de la porcelaine sous l'eau chaude et à choisir, encore et encore, de continuer à avancer. La veille de mon voyage, j'ai préparé un souper simple. Poulet rôti, haricots verts au citron et un gâteau au yaourt. J'ai mis 3 assiettes et disposé les couverts en argent, comme je le fais toujours pour les occasions spéciales. Étienne a envoyé un texto pour dire qu'il serait là dans 5 minutes. Mélissa a envoyé un pouce levé. Je voulais une soirée ordinaire. Une bénédiction avant que le train ne m'entraîne à travers la carte que j'avais étudiée pendant des semaines. Ils sont arrivés avec une rafale d'air d'avril. Étienne m'a embrassé sur la joue sans vraiment se poser. Mélissa a redressé un cadre qui n'en avait pas besoin et a jeté un coup d'œil aux brochures sur la table basse. Un bracelet cliquetait à chacun de ses mouvements. Nous nous sommes assis. J'ai demandé des nouvelles du travail. Étienne a dit « ça va ». Mélissa a dit « très occupé ». Un client dans l'immobilier. Beaucoup de biens en vente. C'est un marché de vendeurs, si les gens savent quand se retirer, a-t-elle ajouté avec une pointe d'insistance. J'ai apporté le poulet. Elle a complimenté la cuisson, puis a critiqué subtilement le sel. J'ai passé les haricots et j'ai gardé mon sourire. Étienne a d'abord gardé son téléphone face cachée, puis l'a retourné quand il a vibré. La lumière bleue a glissé sur son visage. J'ai observé son assiette. 2 bouchées de poulet. Pas un seul haricot. J'ai posé des questions sur le week-end. Il a dit qu'ils allaient peut-être repeindre la chambre d'amis. Mélissa a précisé que la peinture était déjà dans le garage. Un nouveau départ aide un espace à respirer. Ton voyage, a-t-elle dit après une gorgée d'eau. Tu dois être excité. Les trains sont très relaxants. Une vie au ralenti. Son sourire était calculé. C'est courageux de voyager seul à ton âge. Je ne suis pas courageuse, ai-je dit. Je suis patiente. La patience avance plus lentement que le courage, mais elle arrive toujours à la gare. Elle a ri. Étienne aussi, avec un temps de retard. Le téléphone a de nouveau vibré. Il l'a retourné, face cachée. Nous avons mangé dans un silence qui n'était pas de la quiétude. Le bruit des couverts sur la céramique, le léger ronronnement du réfrigérateur. J'ai tendu la main vers le bol à café bleu de Sèvres et je me suis arrêtée. Au dîner, il n'avait pas sa place sur la table. Il était sur son étagère près de la cuisinière, son bord ébréché captant la lumière. Je savais où il était sans même regarder. C'était mon ancre, mon point de repère dans cette maison qui semblait soudain étrangère. Je me suis surprise à penser à quel point cet objet, si fragile, avait survécu à tant de choses, alors que les liens entre nous semblaient si ténus, si faciles à briser. La conversation a repris, forcée et superficielle, tournant autour de sujets sans importance, évitant soigneusement tout ce qui comptait vraiment. J'ai senti une distance s'installer, non pas en kilomètres, mais en millimètres, dans l'espace entre nos chaises, dans les regards qui ne se croisaient plus. Mon voyage, qui devait être une célébration, commençait à ressembler à une fuite. Je voulais échapper non pas à ma vie, mais à cette nouvelle version d'eux. Ma famille où je ne semblais plus avoir ma place. Le gâteau au yaourt est resté presque intact sur la table, un symbole doux et silencieux de l'échec de cette soirée. J'ai su, à ce moment-là, que quelque chose d'irrévocable était en train de se produire. Le marché est vraiment très porteur, a repris Mélissa, piquant un haricot vert. Les nids vides qui vendent maintenant pour plus petits s'en sortent très bien. Moins d'entretien, plus de liquidité. Ce sont juste des maths. J'ai toujours aimé les maths, ai-je répondu. Elles montrent leurs calculs. Exactement, a-t-elle dit. Et la sécurité. Les maisons,
c'est beaucoup de gestion. As-tu pensé à une résidence pour seniors, une communauté? Des endroits merveilleux avec des navettes et des activités. Pas d'échelle, pas de gouttière, pas de déneigement. L'atmosphère a changé. Si les sentiments avaient une température, la pièce venait de perdre 2 degrés. J'ai beurré un coin de gâteau et je l'ai posé dans mon assiette. Étienne a pris une inspiration comme pour m'interrompre, puis l'a laissé s'échapper et a attrapé son téléphone. J'ai regardé ses mains. C'étaient les mains de son père. Des phalanges plus longues, une petite cicatrice près du pouce datant de la fenêtre cassée quand il avait 12 ans. J'y ai pensé, ai-je dit. Je n'ai pas encore décidé. Elle a hoché la tête comme si nous étions parvenus à un consensus. Son bracelet a cliqueté. Eh bien, tu sais que nous nous inquiétons. Ça apporterait une tranquillité d'esprit à tout le monde. La tranquillité d'esprit appartient à celui qui la paie, ai-je dit, sans méchanceté. Étienne s'est éclairci la gorge. Mélissa veut juste dire qu'il y a des options, a-t-il dit. C'est bien d'avoir des options. Des options, ai-je répété. Je les considérerai après mon voyage. Mélissa s'est adossée à sa chaise, les bras croisés comme un dossier qui se referme. Bien sûr. Et si tu veux des recommandations, je suis bénévole dans un groupe de seniors. J'ai des brochures. Je connais bien les brochures, ai-je dit. Elles ne racontent pas toujours ce qui se passe après la page 4. Elle a laissé passer le commentaire. Étienne a vérifié un message et a souri à quelque chose qui ne vivait pas à ma table. J'ai vu la salle à manger comme une photographie que je ne pourrais pas reprendre. 3 personnes arrangées poliment ensemble, mais séparées. Nous avons fini le poulet. J'ai emballé les restes dans des boîtes en plastique. Après la vaisselle, Mélissa a mesuré le couloir du regard. Elle a posé des questions sur la superficie comme si elle répétait un script. Étienne se tenait à côté de la bibliothèque qui abritait encore ses trophées. Son doigt a tracé la poussière autour des socles que je n'avais jamais déplacés. « Tu utilises encore le grenier ?» a-t-il demandé, d'un ton trop désinvolte. « Pour Noël » ai-je répondu. « Et pour les souvenirs ?» Il a hoché la tête. Je me demandais, c'est tout. Nous nous sommes dit au revoir sur le perron. L'accolade de Mélissa était raide, juste avec les épaules. Celle d'Étienne était plus chaude, mais brève. « Envoie un texto quand tu seras dans le train », a-t-il dit. J'ai promis que je le ferais. Quand la porte s'est refermée, j'ai lavé les assiettes à l'eau chaude jusqu'à ce que la céramique brille. J'ai rincé le bol bleu de Sèvres en dernier. Il n'était pas sale, mais un rituel n'est pas une question de saleté. J'ai séché l'éclat avec un bon torchon et j'ai posé le bol près de la cuisinière. Le bord tourné vers la droite, comme une boussole. Je me suis dit qu'ils étaient juste prévenants. Je me suis dit que l'inquiétude peut paraître brutale quand elle essaie d'aider. Demain, je prendrai un train à travers les plaines et par-dessus les montagnes. Demain, les fenêtres transformeraient le pays en un lent ruban. J'ai regardé autour de moi, dans la pièce, tout était à sa place, tout était étiqueté par l'habitude. Dans les livres, ils appellent ça un présage. Dans la vraie vie, c'est un picotement dans la nuque. J'ai éteint la lumière. Le bol a capté un éclat de lampadaire et l'a retenu comme une promesse. Je suis allé me coucher en croyant à la miséricorde. Je n'apprendrai qu'à mon retour que ce n'était pas la miséricorde qui m'attendait au portail. Le train a quitté Paris dans la grisaille fraîche du matin, les roues vrombissant comme une berceuse étirée sur l'acier. J'étais assise près de la fenêtre avec un gobelet de café en carton et ma petite valise au-dessus de ma tête. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressée de boucler des comptes ou de répondre à des appels. Le paysage se déroulait. Des champs sans fin comme des carrés de patchwork. Des granges penchées sous leur propre poids. Des points de bétail se déplaçant lentement. Je me suis dit que c'était mon cadeau de retraite à moi-même. Un ruban de rail à travers le pays. Dans la voiture-restaurant, je me suis assise avec des inconnus qui parlaient de leurs petits-enfants et de leur jardin. Un homme avec une casquette de baseball m'a demandé si je voyageais pour retrouver de la famille. J'ai répondu. Non, je voyage juste pour me retrouver moi-même. Ils ont ri poliment, mais je le pensais vraiment. Quand le dessert est arrivé, une tarte aux pommes, chaude, avec une boule de vanille fondante, j'en ai commandé une part pour moi. Pendant des décennies, j'avais coupé les tartes en 2, en 4, en 8, donnant toujours la plus grosse part à Étienne. Ce matin-là, avec la Seine qui glissait sous le pont, j'ai mangé une part entière, seule. Elle avait le goût de la cannelle et de la liberté, avec une pointe de culpabilité sur les bords.
À Lyon, je suis descendue sur le quai et j'ai senti l'air vif pincer mes poumons. Les Alpes se dressaient au loin comme une muraille d'os et de neige, plus ancienne que n'importe quel chagrin. J'ai demandé à un autre passager de me prendre en photo avec les montagnes en arrière-plan. C'était la première fois que je demandais à quelqu'un de me capturer moi, pas seulement le paysage. Mes cheveux étaient argentés au soleil, mon sourire hésitant, mais réel. Plus tard, dans le calme de ma couchette, j'ai regardé la photo sur mon téléphone encore et encore, comme une preuve que j'existais en dehors du don de soi. La nuit, le sifflet du train s'étirait sur les plaines sombres. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé une lettre que je n'enverrai jamais. Mon cher Gérard, ai-je écrit à mon défunt mari. Aujourd'hui, j'ai mangé une tarte seule. Aujourd'hui, j'ai laissé les montagnes me servir de cadre. Aujourd'hui, j'ai ressenti le temps comme un cadeau, pas comme une dette. Étienne est grand maintenant. J'espère qu'il a trouvé une certaine stabilité, bien qu'il semble tiré par des marées qui ne sont pas les siennes. Je veux croire qu'à mon retour, nous nous assiérons à nouveau comme mère et fils, non comme devoir et fardeau. Si tu étais là, tu me rappellerais de garder l'espoir comme tu me tenais la main pour traverser chaque rue. J'ai plié la page et je l'ai glissée à l'arrière de mon livre, comme si le silence était plus sûr que l'affranchissement. Le train serpentait à travers des gorges aux couleurs de rouille et de flamme. J'ai pressé mon front contre la vitre, regardant le Rhône suivre le rythme à nos côtés, agité et sûr. En Provence, les vignobles s'étendaient sous le soleil, des lignes de cèpes bien ordonnées comme des écritures sur la terre. Je me suis promis de ramener de la lavande du marché de la gare à la maison pour la cuisine, un nouveau parfum pour accueillir un nouveau chapitre. Tout au long du voyage, j'ai répété les retrouvailles. J'imaginais Étienne debout sur le perron, Mélissa à ses côtés, tous deux souriant de soulagement de me voir revenue saine et sauve. Je nous voyais à nouveau à table, peut-être maladroit au début, mais adouci par mes récits des Alpes, de la côte, des inconnus que j'avais rencontrés. Dans mon rêve, Mélissa ne me verrait pas comme une obligation, mais comme une femme, encore vivante et pleine d'émerveillement. Étienne se souviendrait des nuits où je l'avais portée pendant les orages, des matins où j'avais repassé ses chemises. Nous nous assiérions et partagerions une cafetière, mon bol bleu de Sèvres à sa place, non pas comme une relique, mais comme un récipient pour le lendemain. L'arrivée finale à Marseille était dorée par la brume qui se levait du vieux port. Notre-Dame de la Garde apparaissait comme une porte vers une autre vie. J'ai parcouru les quais, goûté à la navette, regardé les bateaux de pêcheurs rentrer. Je me suis laissé rire à voix haute, le son étrange à mes propres oreilles. Une femme à un café m'a dit qu'elle aimait mes cheveux. Je l'ai remerciée, et pendant un instant, je me suis sentie à la fois jeune et vieille, enracinée et libre. Les jours passaient comme des cadeaux déballés lentement. Chaque nuit, j'écrivais dans mon carnet de petites lignes de gratitude. Pour la tarte, pour les montagnes, pour la brume, pour la gentillesse des inconnus. Je ne savais pas que chaque mot était un voile, adoucissant le coup qui m'attendait. Quand le train a repris la direction du nord, j'ai senti l'anticipation fleurir dans ma poitrine. La maison, ai-je pensé. J'emportais des cartes postales, de la lavande, la lettre pliée, et l'espoir cousu dans chaque poche. J'imaginais Étienne venant me chercher à la gare, ses yeux brillants, ses bras ouverts. Peut-être que Mélissa se serait adoucie. Peut-être qu'elle admettrait qu'elle s'inquiétait trop. J'imaginais déverrouiller la porte d'entrée et placer la lavande près de la fenêtre, le bol bleu de Sèvres captant son parfum. Au lieu de cela, quand le taxi s'est arrêté devant mon trottoir, j'ai vu des sacs noirs empilés, une barricade de plastique gonflée par le poids d'une vie. Étienne se tenait au portail avec Mélissa à ses côtés, sa main pressant son bras comme pour le soutenir ou le pousser. Les retrouvailles dont j'avais rêvé se sont dissoutes dans la lumière de l'après-midi. J'ai regardé les sacs et je n'ai pas vu des ordures, mais des années, des albums photos, du linge, des pulls, des échos. J'ai vu le visage d'Étienne, pâle de résolution, celui de Mélissa, victorieux. J'ai vu le bol bleu de Sèvres quelque part dans le plastique sombre, attendant ma main. Et à ce moment-là, alors que le chauffeur posait ma valise sur le sol, j'ai su que ce n'était pas un retour. C'était une expulsion tacite. La famille était devenue une frontière. Le sang était devenu une ligne de démarcation. J'ai compris alors que le voyage que je croyais terminé ne faisait que commencer. Et le prix de la dignité ne se compterait pas en billets, mais en silence. J'ai conduit sans musique. La route, un ruban gris qui se déroulait tandis que mon esprit restait au portail. Le coffre cognait lorsque les sacs en plastique bougeaient. Ce rythme marquait le temps du choc. « Respire, me suis-je dit. Garde la voiture entre les lignes. »
Va à la seule adresse où quelqu'un prononce encore ton nom. La rue de Claire attendait sous les tilleuls. Je me suis garée devant son pavillon en briques et j'ai regardé la lumière du porche rester allumée, stable comme une petite promesse. Elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Les bras de Claire se sont refermés sur moi sans poser de questions. Son étreinte disait ce que le langage ne pouvait pas dire. La bouilloire est en marche, a-t-elle dit. Le salon était un havre de paix. Nous sommes allés dans la cuisine. Elle a sorti 2 tasses blanches à liseré bleu et les a rincées à l'eau chaude d'abord. Elle connaît mes habitudes après des années passées à boucler des comptes ensemble. La bouilloire a chanté, la vapeur s'est élevée. Elle a versé et a glissé une tasse vers moi. Une tisane est une petite chose, mais cette nuit-là, elle m'a semblé être une corde lancée depuis le rivage. J'ai tout apporté, ai-je dit. Ils ont mis ma vie dans des sacs. Ma voix semblait venir de loin, comme si elle me rattrapait. Claire n'a pas feint le choc. Elle a plissé les yeux comme elle le fait quand une colonne de chiffres ne tombe pas juste. Ce soir, tu dors, a-t-elle dit. Demain, on fait des listes d'abord, on appelle ensuite. J'ai commencé à m'excuser d'arriver à l'improviste et pour le désordre dans mon coffre. Elle a secoué la tête. Elle a posé une assiette de sablé au beurre entre nous. L'hospitalité chez elle est une mémoire musculaire. Pas de préambule, pas de chichi. J'ai soulevé la tasse. La première gorgée a calmé mes mains, et avec elle est venue l'image que je n'avais pas invitée, le bol à café bleu de Sèvres de mon mari, trouvé en éclats et enveloppé dans un mouchoir dans mon sac à main. Dans une maison, la mémoire était jetée. Ici, le réconfort était préparé et me fut tendu à 2 mains. Nous avons transporté les sacs depuis la voiture. Claire a pris les plus légers et s'est battue pour les plus lourds. Je l'ai laissé gagner parce que certaines victoires sont des remèdes. Nous les avons empilés le long du mur de sa chambre d'amis, un espace carré avec un lit étroit et une lampe qui projetait un cercle de lumière indulgent. Elle n'a pas dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». Elle s'est comportée comme si c'était déjà décidé. De retour à table, nous avons élaboré un plan. Ce n'était pas une carte de bataille, mais il y avait des étapes. Dormir. Appeler l'avocat de mon défunt mari le matin. Photographier chaque sac et faire un inventaire. Sortir les documents en premier. Garder le pull avec moi. Placer le bol enveloppé en hauteur sur l'étagère du garde-manger. L'écriture de Claire défilait sur un bloc-notes jaune, net comme un grand livre comptable. Quand j'ai faibli, elle a poussé le bloc vers moi et a dit « Le papier est un pont. Nous traversons sur du papier. » Nous avons réglé les détails pratiques, la clé de rechange, le badge de parking, le placard de l'entrée pour mon manteau. Nous ne nous sommes pas attardés sur Étienne. Quand j'ai prononcé son nom, ma gorge s'est nouée et les mots sont partis de travers. Claire a tendu la main et a posé sa main chaude sur la mienne, non pas pour me faire taire, seulement pour m'ancrer. Plus tard, a-t-elle dit. Ce soir, c'est pour la tisane et la respiration. Demain, c'est pour les appels téléphoniques. Après la vaisselle, je me suis tenue devant son évier et j'ai lavé les tasses. J'ai séché les tasses avec son torchon et je les ai posées à l'envers. Ce simple travail m'a rendu mon souffle. J'ai pensé au nombre de nuits où j'avais rincé le bol bleu de Sèvres après de longues journées. Comment le rituel dit au corps de continuer quand le cœur veut abandonner. Dans la chambre d'amis, j'ai ouvert un sac. Le pull couleur lit de vin gisait près du dessus, avec une faible odeur de cèdre. Je l'ai plié et l'ai placé au pied du lit, un petit drapeau pour le lendemain. Un autre sac contenait des cadres enveloppés dans du papier journal. Étienne a 8 ans avec du sable dans les cheveux. Mon mari souriant à côté de nous, tous les 3 encerclés par le soleil. J'ai aligné les cadres sur le rebord de la fenêtre et j'ai déballé les éclats du bol, assemblant les plus gros morceaux sans colle. La fissure dessinait un éclair à travers la porcelaine. Claire a frappé et a fait glisser la porte avec une courtoisie naturelle. Il y a une couverture supplémentaire dans le placard, a-t-elle dit. Il y a plus de tisane si tu te réveilles. Elle m'a serré l'épaule et a laissé la porte entr'ouverte. Ce filet de lumière du couloir a agi comme une veilleuse dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je me suis allongée sans me changer et j'ai écouté la maison respirer. Les planchers parlaient. Le chauffage soupirait. Le chien d'un voisin a aboyé une fois et s'est arrêté. Le métronome à l'intérieur de moi a ralenti. Je me suis promis que je ne sombrerais pas dans la rage. Je commencerai avec du papier, avec des noms, avec de la tisane. La tasse sur le comptoir de Claire serait encore tiède quand je me lèverais. C'est ce qu'une amie peut faire en une seule soirée.
Elle peut vous donner les outils pour commencer à reconstruire, même lorsque vous n'avez plus rien d'autre que les débris de votre vie passée. La chambre d'amis était carrée et silencieuse, mais elle semblait bondée avec les sacs qui tapissaient le mur. Le plastique noir était bombé comme des ombres enflées. Chacun était fermement noué, chacun contenant des fragments de moi. Toute ma vie réduite à des sacs qui avaient autrefois contenu des feuilles de jardin. Je me suis assise sur le bord du lit étroit, les fixant, l'estomac noué. J'avais transporté ces sacs à travers le seuil d'une amie, mais en vérité, j'avais transporté la honte à travers le seuil de mon propre cœur. Je me suis dit de respirer, mais chaque souffle était saccadé. Une phrase s'est formée en moi et ne voulait pas me lâcher. J'étais la fondation, maintenant je suis le rebut. Des années de double journée de travail, d'impôts payés à temps, de voisins salués poliment, de repas posés sur la table. La fondation. Maintenant, aux yeux de mon fils unique, j'avais franchi un seuil invisible vers le déchet. Le mot ordure tournait en boucle dans ma tête comme un corbeau. J'ai appuyé mes paumes sur la couverture et je me suis rappelé que j'étais encore de la chair, encore un souffle, encore plus que des sacs. Mais l'humiliation était à vif. Être renvoyé est une blessure. Voir sa vie entassée dans des sacs poubelles en est une autre, une coupure plus profonde. J'avais entretenu un foyer. J'avais nettoyé les sols avec du vinaigre et du citron pour économiser quelques centimes. J'avais équilibré des comptes la nuit quand mes yeux se brouillaient. Pourtant, me voici, à équilibrer le poids de la disgrâce. La lampe sur la table de chevet projetait un cône de lumière qui s'arrêtait avant le plafond. Autour de la pièce, les ombres se courbaient sur les sacs. Ils ressemblaient à des témoins silencieux, à des jurés décidant si je méritais de rester. Mes mains me démangeaient de les déchirer, de sauver mes pulls, mes livres de cuisine, le couvre-lit cousu par ma mère. Mais j'étais trop fatiguée, trop vide. Au lieu de cela, je me suis assise et j'ai laissé les larmes couler, chaudes, sur mes mains. Je pleurais en silence, en faisant attention à ne pas être entendue par Claire. Quand je n'ai plus supporté la pression de la pièce, je me suis levée. Le plancher a grincé sous mes pas. J'ai traversé la pièce jusqu'à la fenêtre et j'ai déverrouillé le loquet. L'air froid de la nuit s'est engouffré, piquant, avec une odeur de pluie sur l'asphalte. Dehors, le lampadaire bourdonnait et une voiture est passée en vrombissant, ses feux arrière rouges comme des braises. Je me suis penchée dans le froid. C'était mon moment de seuil. Une porte s'était refermée avec le fracas de la trahison. Une autre s'ouvrait sur une vue de résilience. J'ai murmuré dans le noir, non pas pour que quelqu'un m'entende, mais parce que les mots avaient besoin de prendre forme. Mon fils, je ne me briserai pas. La phrase s'est élevée dans la nuit comme une prière sans clocher. J'ai appuyé mes doigts sur le rebord de la fenêtre, pour m'ancrer. La ville continuait de bouger au-delà de mon petit chagrin. Les lumières des perrons se sont allumées plus bas dans la rue. Quelque part, la radio de quelqu'un jouait une faible musique de variété. La vie était indifférente mais vivante, et j'ai choisi de continuer à en faire partie. J'ai refermé la fenêtre, mais j'ai laissé le rideau ouvert. J'avais besoin de cette tranche de lumière de la rue pour me rappeler que je n'étais pas scellée dans du plastique, pas enterrée. Je suis retournée au lit et j'ai pris le pull, couleur lit de vin, à la faible odeur de cèdre, sur mes genoux. Il sentait les placards et les hivers où Étienne était petit. Je le tenais comme s'il pouvait m'ancrer. « Tu n'es pas une ordure », ai-je dit au pull, et en vérité, je me le disais à moi-même. Le sommeil n'est pas venu rapidement. La honte ne libère pas un corps facilement. Pourtant, lentement, dans le silence, mon humiliation a commencé à se durcir en autre chose. Les sacs contre le mur ne ressemblaient plus à des verdicts, mais à de la matière première. Si j'avais été une fondation, peut-être pourrais-je l'être à nouveau. Je fermais les yeux sur cette pensée. Demain apporterait du papier, des listes, des appels téléphoniques. Ce soir apportait un seul vœu. Je ne laisserai pas leur verdict me définir. Je me suis laissé aller à des rêves agités. Mais une phrase m'a suivi dans mon sommeil. Je l'ai répétée une fois de plus, doucement, à la pièce, à la nuit, au souvenir de mon mari, au Dieu que je ne pouvais nommer. Je ne me briserai pas. Je me suis réveillée le lendemain matin les yeux gonflés et le dos raide, mais avec une détermination qui vrombissait sourdement, comme un moteur qui chauffe dans le froid. J'ai préparé une tisane dans la cuisine de Claire, étudiant mes mains sur la tasse en porcelaine chaude. Je lui ai dit que je devais prendre un rendez-vous, non pas avec un médecin ou un conseiller, mais avec un avocat. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a simplement écrit un nom et un numéro. Je connaissais déjà Arthur Bertrand, l'homme qui avait géré la succession de mon mari à son décès,
30 ans plus tôt. Entrer dans son cabinet, c'était comme remonter le temps. Les murs sentaient faiblement le papier et le cuir, bordés de photographies d'Arthur serrant la main de clients, des diplômes dans des cadres soignés. Ses cheveux s'étaient éclaircis et étaient devenus argentés, mais sa voix était la même. Mesurée, délibérée. « Sylvie », dit-il en se levant avec une chaleur surprenante. « Cela fait trop longtemps. Comment tenez-vous le coup ?» Je me suis assise, serrant mon sac contre moi, et je lui ai tout raconté. Sans fioriture. Je lui ai parlé des sacs poubelles. Je lui ai parlé des mots de mon fils, comment il avait dit que la retraite signifiait l'exil. Arthur a écouté avec la patience d'un homme qui avait entendu trop de trahisons familiales, mais ne les avait jamais laissé le durcir. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé, le bout des doigts joints, et a prononcé des mots que je n'attendais pas. « Sylvie, vous savez que le testament de votre mari est toujours en vigueur. Il vous a légué la maison en pleine propriété. Étienne n'avait aucune autorité pour vous expulser. En fait, ce qu'ils ont fait pourrait être considéré comme une expulsion illégale. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Pendant des années, j'avais considéré cette maison comme un espace sacré pour mon fils. J'avais supposé, sans vérifier, qu'en y vivant en famille, tout était partagé. Mais Arthur a fait glisser un dossier sur le bureau. Les signatures délavées étaient toujours là, la main de mon mari, mon nom. Un titre de propriété légale qui n'avait jamais changé. C'était comme entendre une chanson enterrée que je pensais avoir perdue. Je n'étais pas une invitée dans cette maison. J'en avais été la propriétaire légitime depuis le début. La voix d'Étienne disant « Il faut que tu partes » a résonné dans mon esprit. Mais maintenant, elle semblait creuse, dépouillée de toute autorité. Arthur a tapoté doucement les papiers. La loi est claire. Vous détenez toujours le titre de propriété. Mais si vous voulez une protection pour l'avenir, nous devrions envisager de créer une structure de protection. Peut-être une SCI ou un contrat d'assurance vie bien structuré. De cette façon, vos actifs, votre épargne retraite, votre pension, même cette maison, seront protégés. Personne, pas même votre fils, ne pourra les utiliser ou les céder sans votre consentement. J'ai senti ma colonne vertébrale se redresser. Voilà à quoi ressemblait la dignité. Pas des disputes bruyantes dans l'allée, mais de l'encre sur du papier. Des signatures que personne ne pouvait effacer. Je lui ai dit oui. Je voulais une protection. Je voulais une clarté écrite dans un langage que personne ne pourrait tordre. Il a rédigé rapidement les documents, m'expliquant chaque clause avec une précision patiente. Une assurance vie, avec des clauses bénéficiaires précises. Je serai la souscriptrice, avec le pouvoir de nommer un bénéficiaire de confiance le moment venu. Ma pension et mon épargne seraient réaffectées. La maison, bien que meurtrie par la trahison, serait également sécurisée. Et les bénéficiaires. Je me suis longuement arrêtée sur cette ligne. Le nom d'Étienne, je ne l'ai pas écrit. Pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à l'exclure. J'ai plutôt pensé à ma nièce, Émilie, qui m'écrivait des lettres à chaque Noël. J'ai écrit son nom d'une main ferme. Alors que le stylo quittait la page, quelque chose a changé en moi, un renversement. J'étais arrivée en me sentant comme un déchet, la femme avec sa vie dans des sacs poubelles. Je suis partie en emportant des documents qui affirmaient ma place, mon pouvoir d'agir. Le renversement ne s'est pas produit dans les cris ou la confrontation. Il s'est produit en silence, dans le poids épais du papier juridique entre mes mains. Arthur m'a serré la main fermement. « Vous avez plus de force que vous ne le pensez, Sylvie. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la protection. C'est la reprise de ce qui vous appartient. » Je suis sortie dans la lumière de l'après-midi, serrant le dossier contre ma poitrine. La ville avait l'air différente, moins hostile, plus navigable. J'avais perdu la loyauté d'un fils, mais j'avais regagné mon propre terrain. C'était la première brique pour construire quelque chose de nouveau. Plus tard, dans le calme de la cuisine de Claire, j'ai étalé les documents sur la table. Elle a versé de la tisane dans la même tasse que la veille au soir, la vapeur s'élevant. J'ai touché l'anse, me souvenant du bol brisé de mon mari. Ce symbole de mémoire maintenant associé à ce symbole de loi, le passé et le présent en conversation. Je n'ai pas eu besoin de tout raconter à Claire. Elle l'a lu dans mes yeux. Pour la première fois depuis que les sacs avaient été jetés à mes pieds, j'ai senti la balance pencher à nouveau vers l'équilibre. Mon pouvoir était revenu, non pas dans le bruit, mais dans l'encre. Et cette nuit-là, quand je me suis allongée au milieu des sacs qui contenaient mon passé,
je ne les ai plus vus comme des ordures. Ils étaient la preuve que j'avais survécu à assez de choses pour avoir besoin d'être protégée. La première victoire avait été remportée. Non pas en élevant la voix, mais en écrivant mon nom. Une fois les papiers juridiques rangés en toute sécurité dans un dossier, je savais que la prochaine étape était de trouver un abri. Claire m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais, mais j'avais besoin d'un endroit qui soit à moi. Une porte que je pouvais verrouiller et une fenêtre que je pouvais ouvrir sans me sentir comme une invitée. Alors, j'ai commencé à chercher. À 67 ans, je n'avais pas imaginé que je parcourais les petites annonces sur le Bon Coin pour des locations bon marché, entourant les annonces avec des doigts tremblants comme une étudiante. Le premier endroit était une chambre étroite au-dessus d'une laverie automatique. Le propriétaire, un homme aux cheveux clairsemés avec un porte-bloc, m'a à peine jeté un regard avant de demander « Revenu stable ? Des problèmes de santé ? Vous vivez seul ?» Il posait les questions comme des balles tirées en rafale. J'ai répondu poliment, mais je pouvais entendre ce qui se cachait derrière. Il me voyait comme un risque, pas comme une locataire. Ses yeux se sont attardés trop longtemps sur mes cheveux gris, mes petites mains jointes sur mes genoux. On préfère les locataires plus jeunes, a-t-il finalement marmonné. Je suis parti les joues en feu. Le deuxième endroit était dans un complexe près de l'autoroute. Les murs étaient jaunis, l'air lourd d'une odeur de fumée froide. Une femme plus jeune m'a fait visiter, parlant de caution et de vérification d'antécédents pendant que son regard se portait sur les chiffres que j'écrivais sur le formulaire. Quand elle a demandé une preuve d'économie équivalente à 2 fois le loyer, j'ai plié le papier et le lui ai rendu. J'ai réalisé alors qu'être plus âgé signifiait que les gens vous mesuraient non pas par votre caractère, mais par des statistiques. Mais le troisième endroit, petit, simple, situé au bord de la rivière, m'a fait hésiter. Le bâtiment n'était pas neuf, mais il avait de larges fenêtres et de la cuisine, on pouvait apercevoir l'eau qui scintillait. La propriétaire, une femme à la voix douce nommée Marie, m'a fait visiter. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon âge. Elle m'a demandé quel genre de rideau j'aimais. Elle a montré la serrure de la porte en disant « Elle coince un peu, je la ferai réparer avant que vous n'emménagiez ». Pour la première fois, j'ai senti qu'elle m'imaginait non pas comme un risque, mais comme une voisine. J'ai signé les papiers avec une main plus ferme que je ne l'aurais cru. Marie a pressé un jeu de clés dans ma paume. Du métal fin, ordinaire, frais contre ma peau. Pourtant, pour moi, elle pesait plus que de l'or. Claire m'a serré dans ses bras sur le parking, chuchotant « Des sacs poubelles à de nouvelles clés. C'est une histoire que seul toi pouvais écrire. » Le déménagement lui-même est devenu un montage de gentillesse. Claire est arrivée avec sa voiture remplie de chaises pliantes et de casseroles. 2 anciens collègues se sont présentés avec une lampe donnée et une table basse d'occasion. Nous avons monté les sacs qui avaient autrefois marqué mon humiliation par des escaliers étroits. Mais cette fois, chaque sac semblait plus léger, transformé en pièce d'un nouveau départ. Dans le salon, nous avons placé un canapé usé contre le mur. Son tissu était délavé mais propre. Une bibliothèque penchait légèrement d'un côté, attendant d'être remplie. J'ai posé le bol brisé de mon mari sur l'étagère à côté du nouveau dossier de documents juridiques, l'ancien et le nouveau, la blessure et le remède, côte à côte. Quand la dernière boîte a été posée, Claire a fait tinter les clés que je tenais maintenant et a souri largement. « Tu n'es plus une invitée, Sylvie. C'est chez toi. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai marché pieds nus dans le petit appartement. L'air sentait faiblement la peinture fraîche. Dehors, la rivière transportait le clair de lune comme des fils d'argent. J'ai tourné la clé dans la serrure, j'ai entendu le déclic, et j'ai senti un courant me traverser. Les sacs poubelles avaient été mon exil. Les clés étaient mon retour. Alors que je tirais une couverture sur mes épaules et que je m'asseyais près de la fenêtre, j'ai murmuré les mots que je portais depuis cette première nuit de trahison. Je ne me briserai pas. Mais cette fois, il sonnait moins comme une prière et plus comme une promesse. Je n'étais plus la femme mise au rebut au portail. J'étais la femme qui avait transformé les ordures en fondation, qui était partie en portant des sacs, mais qui fermait maintenant la porte d'une maison construite par choix. Le motif était écrit en acier et en silence, des sacs poubelles à de nouvelles clés. Et sur ce, je me suis endormie, pas profondément, pas encore, mais assez paisiblement pour savoir que j'avais recommencé à construire. La première semaine dans mon petit appartement au bord de la rivière, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été construite autour des autres. Pendant des décennies, je m'étais consacrée à Étienne, au travail, à maintenir un toit au-dessus de nos têtes. Maintenant, le toit était à moi seule,
et le silence me posait une question à laquelle je n'avais jamais appris à répondre. Comment puis-je me tenir debout, par moi-même, pour moi-même? Non pas en tant que mère, non pas en tant que pourvoyeuse de besoins, mais simplement en tant que Sylvie. Le robinet de la cuisine goûtait régulièrement, un rythme agaçant dans les nuits silencieuses. Autrefois, j'aurais appelé un plombier ou demandé à Étienne de jeter un œil. Mais maintenant, avec seulement moi ici, je suis allée au magasin de bricolage, j'ai acheté une clé à molette et j'ai regardé une vidéo sur mon téléphone. Mes mains tremblaient en ajustant l'outil. Une torsion, un grincement, un grognement. Soudain, le silence. Plus de goutte à goutte. J'ai ri, non pas parce que c'était impressionnant, mais parce que c'était à moi. Une minuscule victoire scellée dans le métal. Faire les courses est devenu une leçon de patience. Pendant des années, j'achetais en gros, nourrissant un ménage, planifiant les repas autour de l'appétit d'un fils. Maintenant, j'apprenais à passer devant les boîtes de céréales familiales pour choisir une seule baguette, une petite brique de lait. Je tenais un carnet de dépenses, notant chaque reçu avec soin. Pour la première fois, je n'étirais pas chaque euro pour nourrir les autres. Je choisissais ce qui me nourrissait, moi. Il y avait une sorte de dignité dans cette tenue, une redécouverte de soi cachée dans le quotidien. Un soir, après une longue journée à ranger des étagères et à équilibrer mon chéquier, je suis passée devant la boulangerie du coin. À travers la vitre, j'ai vu une tarte, aux cerises, brillante de glaçage, le genre que j'avais préparé d'innombrables fois pour les fêtes. Mon instinct a été d'imaginer une table, la famille réunie, les assiettes alignées, mais il n'y avait pas de rassemblement qui m'attendait à la maison. Il n'y avait que moi. J'ai hésité, puis je suis entrée et j'ai acheté une seule part. À la maison, j'ai posé la part sur une assiette, je l'ai apportée sur le balcon et je me suis assise sous la lumière déclinante. La rivière en bas attrapait des traînées roses du coucher de soleil. J'ai pris la fourchette, j'ai pris une bouchée, et j'ai laissé la douceur s'installer sur ma langue. Ma voix a brisé le silence, un murmure à la fois étrange et tendre. Pour la première fois, je mange pour moi. La tarte n'était pas extravagante. Le balcon était petit. Mais à ce moment-là, je me sentais plus humaine que je ne l'avais été depuis des années. Personne n'avait besoin que je le serve. Personne ne jugeait ce que je choisissais. C'était juste moi, respirant, savourant, vivante. J'ai commencé à tenir une petite liste sur le réfrigérateur intitulée « Choses que je peux faire ». Réparer un robinet, équilibrer un budget, acheter ma propre tarte. Chaque ligne était la preuve que je n'étais pas un déchet, pas inutile. Chaque acte était une maille dans le tissu d'une nouvelle identité. Parfois, tard dans la nuit, je ressentais encore l'écho de l'humiliation, le souvenir des sacs poubelles au portail. Mais quand je regardais les clés accrochées près de la porte, quand je goûtais à la victoire tranquille de faire les choses pour moi-même, je savais que l'histoire tournait. J'apprenais à me relever. Pas bruyamment, pas avec fanfare, mais régulièrement, comme des racines trouvant le sol après avoir été arrachées. Ma vie ne tournait plus autour de ce qui m'avait été pris. Elle tournait autour de ce que je reprenais, tranquillement. 6 mois passèrent et j'avais commencé à m'installer dans un rythme d'indépendance tranquille. Mes matinées commençaient par une tisane au lieu d'un café avalé à la hâte. Mes soirées se terminaient avec le son de la rivière devant ma fenêtre au lieu des disputes étouffées du salon d'Étienne et Mélissa. J'avais des clés sur ma table, pas des sacs poubelles à mes pieds. Je pensais que le pire était peut-être derrière moi. Puis, un samedi matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mon téléphone s'est mis à vibrer. Au début, je l'ai ignoré, mais il a vibré encore et encore, sans relâche. Quand je l'ai finalement pris, mon écran était inondé de notifications. 90 messages, tous d'Étienne. Ma main tremblait en faisant défiler. Les premiers étaient frénétiques. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. » Puis plus sec. « J'ai besoin de toi maintenant. » Tout s'effondre. Puis un flot de désespoir. Mélissa est partie. Elle a pris les enfants. J'ai perdu tout l'argent. Mes placements se sont effondrés. Les comptes sont vides. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, maman. Je me suis assise lourdement sur la chaise près de la fenêtre. 90 messages. Ces mots étaient désordonnés, précipités, remplis de fautes de frappe, comme s'ils avaient été tapés à travers les larmes. Je pouvais presque entendre sa voix, cette même voix qui suppliait autrefois pour du sirop contre la toux quand il était petit. La même voix qui m'avait dit de quitter ma propre maison. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran. Une partie de moi, celle qu'il avait portée à travers les fièvres,
qui lui avait tenu la main le premier jour d'école, qui se souvenait du poids de sa tête reposant sur mon épaule, mourait d'envie de répondre, de dire « Je suis là. Tout ira bien. Nous allons arranger ça. » Cette partie de moi avait été le fondement de ma vie pendant des décennies. Mais une autre partie, celle que j'avais soigneusement nourrie ces derniers mois, a résisté. Elle a murmuré « Il t'a laissé avec des sacs poubelles au portail. Il t'a dit de partir. Il a choisi la voie de sa femme plutôt que la tienne. N'oublie pas. » J'ai fermé les yeux, et les images ont vacillé dans mon esprit. Le son de l'ordre froid de Mélissa. La tête baissée d'Étienne, puis sa trahison silencieuse. « Maman, je suis d'accord. Tu dois partir. » Le craquement du bol de mon mari se brisant contre le pavé en tombant du sac poubelle. Ma main tremblant en ramassant le pull que je lui avais tricoté des années auparavant, traité comme un déchet. Maintenant, c'était lui le déchet. Mélissa partie. Ses investissements, illusions de richesse, évaporés. Il se tournait vers moi comme un homme qui se noie se tourne vers l'air. Mon cœur me faisait mal. Mon pouce accélérait. J'ai posé le téléphone, face contre la table. Je me suis levée, je suis allée sur le balcon et j'ai laissé le vent frais me calmer. La rivière en bas suivait son propre rythme, sans se presser, sans hésiter. J'ai murmuré dans l'air, plus pour moi-même que pour quiconque. Quel est le coût du pardon? Quel est le prix de l'oubli? L'écran brillait toujours derrière moi. D'autres messages continuaient d'arriver, chacun plus désespéré. S'il te plaît, maman, je ferai n'importe quoi. J'ai besoin de toi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ces mots se sont brouillés dans ma vision alors que les larmes montaient. J'ai appuyé la paume de ma main sur ma poitrine, sentant les battements d'un cœur qui avait été brisé, recousu, et brisé à nouveau. Pendant longtemps, je suis restée là, déchirée entre deux vies. La mère qui se précipitait toujours pour sauver, et la femme qui avait enfin appris à se protéger. Quel rôle choisirais-je maintenant? Je suis retournée vers la table. Le téléphone est resté silencieux un instant, puis a vibré de nouveau comme pour exiger ma décision. Je l'ai pris, je l'ai déverrouillé et j'ai fixé les messages. Mon pouce a survolé le clavier. Un seul mot pouvait défaire des mois de reconstruction. Une seule réponse pouvait me ramener dans la tempête. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai verrouillé le téléphone, je l'ai mis de côté et j'ai enveloppé mes mains autour d'une tasse de tisane chaude. La porcelaine ne tremblait pas comme mes doigts. Je l'ai soulevée, j'ai pris une lente gorgée et j'ai respiré. Le goût était rassurant, solide. Le mien. 90 messages attendaient. Ils attendraient plus longtemps. Mon cœur a murmuré. Cette fois, c'est toi qui choisis. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé le silence être ma réponse. Je suis entrée dans le café de la rue principale avec un calme et une assurance que je m'étais enseignée au cours des derniers mois, la même façon que j'avais appris à aborder chaque nouveau chapitre de ma vie. La cloche au-dessus de la porte a tinté doucement, et j'ai respiré l'odeur des grains de café torréfiés et des viennoiseries au beurre. Un instant, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. Puis mes yeux ont trouvé Étienne. Il était assis près de la fenêtre, les épaules affaissées, sa silhouette plus mince que dans mon souvenir. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, partaient dans tous les sens. Sa chemise avait l'air froissée, comme si elle avait été tirée d'une pile plutôt que d'un tiroir. Il ne faisait pas défiler son téléphone cette fois-ci. Il fixait un gobelet en carton, les deux mains enroulées autour comme s'il avait besoin de la chaleur pour se tenir droit. Je me suis glissée sur la chaise en face de lui. Aucun de nous n'a parlé au début. Je pouvais voir le poids de la honte l'écraser, de la même manière que j'avais autrefois porté le poids des factures, des prêts et de ces maladies d'enfance sans me plaindre. Finalement, sa voix a brisé le silence. Elle était basse, rauque. « Maman, j'ai tout gâché. » J'ai gardé mon regard stable, attendant. Il a dégluti, ses yeux rencontrant les miens avant de s'en détourner. J'ai dû vendre la maison rapidement. Je ne pouvais plus suivre les remboursements. Mélissa, elle est partie, a pris les enfants et est retournée chez ses parents. L'argent que je pensais avoir, tout a disparu, les investissements, les conseils boursiers que j'ai suivis, tout s'est effondré. Je suis ruinée, maman. Il ne me reste rien. Il a joint ses paumes comme dans une prière et a murmuré « Je veux revenir. Je veux vivre avec toi. » Les mots sont restés suspendus entre nous. Je les ai sentis dans ma poitrine, vifs et lourds, comme des pierres s'enfonçant dans l'eau. Mon fils, le garçon que j'avais autrefois porté sous la pluie jusqu'à un cabinet médical,
me suppliait maintenant de l'héberger. J'ai laissé le silence s'étirer. Il s'est agité sur son siège, a tripoté le bord de son gobelet. Mon silence n'était pas de la cruauté. C'était la seule façon pour moi de respirer. Enfin, j'ai parlé. Ma voix était calme, mesurée, mais elle portait le poids de tout ce que j'avais enduré. Il y a 6 mois, Étienne, tu t'es tenu au portail avec Mélissa et tu m'as dit que je devais partir. Ma vie a été placée à côté de sacs poubelles comme si j'étais jetable. Ses yeux sont tombés sur la table. J'ai vu sa gorge se nouer, mais je n'ai pas arrêté. Aujourd'hui, je ne te ferai pas la même chose. Je ne te traiterai pas comme tu m'as traité. Mais écoute-moi bien. Je ne permettrai pas non plus à l'histoire de se répéter. Il a levé les yeux, désespéré, des larmes perlant à ses yeux. Maman, s'il te plaît. J'ai juste besoin de temps. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe ordinaire. Je l'ai fait glisser sur la table, mes doigts effleurant le bois usé en la lâchant. À l'intérieur, il n'y avait ni chèque, ni clé, seulement une liste soigneusement écrite de logements abordables que j'avais rassemblés, ainsi que le nom et le numéro d'un avocat spécialisé en surendettement qui avait autrefois aidé une de mes collègues. Étienne l'a prise, la confusion se lisant sur son visage. Il l'a ouverte, a parcouru le contenu, puis m'a regardé avec incrédulité. « C'est tout ? Tu ne vas pas m'aider ? » « Je t'aide, » ai-je dit doucement. « Mais pas de la manière que tu imagines. C'est ton chemin, Étienne. Tu dois te relever, reconstruire, porter ton propre poids. Je t'ai porté assez longtemps. » Son visage s'est décomposé. « Mais je suis ton fils. »« Et je suis ta mère, » ai-je répondu, stable comme la pierre. « C'est pourquoi je refuse de te laisser m'entraîner dans les décombres. L'amour ne signifie pas la capitulation. L'amour, le vrai, signifie parfois te laisser affronter le feu pour que tu puisses apprendre à le traverser. » Nous sommes restés assis en silence à nouveau. Autour de nous, le café bourdonnait de discussions et de rires, le monde continuant sa route sans remarquer le champ de bataille silencieux à notre table. Étienne a plié le papier, les mains tremblantes, et l'a glissé dans sa poche. J'ai pris ma tasse de tisane. Sa chaleur m'a stabilisé, tout comme elle l'avait fait la première nuit où j'avais choisi de ne pas répondre à ses messages désespérés. J'ai bu lentement, puis j'ai croisé son regard. Ce n'est pas la fin de nous, Étienne. Mais c'est un nouveau départ, selon de nouvelles règles. Tu te tiendras sur tes 2 pieds, ou tu ne te tiendras pas du tout. Il a hoché faiblement la tête, le combat l'ayant quitté. Pour la première fois, j'ai vu non seulement mon fils, mais un homme dépouillé de ses illusions, forcé de faire face à la vérité de ses choix. Je me suis levé, j'ai posé quelques pièces sur la table pour ma tisane, et j'ai posé ma main sur son épaule. Légère, brève, mais certaine. Tu trouveras ton chemin, mais pas dans ma maison. Pas cette fois. Puis je suis sorti dans l'air. Vif, mais pas ferme, le son de la cloche au-dessus de la porte marquant le moment où j'ai laissé les anciens schémas derrière moi pour de bon. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'équilibre entre nous changer. Pas cruellement, pas par vengeance, mais avec une justice tranquille. La mère qu'il avait autrefois portée l'avait enfin déposée et l'avait laissé marcher. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon appartement au bord de la rivière, la clé fraîche et familière dans ma main. L'air du soir sentait faiblement la pluie, bien qu'aucune averse ne soit tombée. À l'intérieur, le silence était vif. Il m'a enveloppé alors que je posais mon manteau et que je plaçais l'enveloppe vide qui avait contenu les nouvelles directions d'Étienne sur la petite table près de la porte. Mon corps était stable, mais mon cœur tremblait. Je me suis dirigé vers le bureau dans le coin où une pile de papier blanc attendait. Je l'avais toujours gardé à proximité, bien que je l'ai rarement utilisé. Ce soir, mes mains l'ont saisi sans hésitation. Je me suis assise, j'ai débouché mon stylo et j'ai commencé à écrire. Non pas pour envoyer, non pas pour livrer, mais pour libérer. Étienne, ai-je écrit, les lettres claires, délibérées. Une écriture de mère adoucie par l'âge, mais pas par la faiblesse. Je me souviens d'une nuit où tu avais 5 ans. La pluie tombait du ciel comme si les cieux eux-mêmes se brisaient. Tu brûlais de fièvre, et je t'ai porté à travers les rues, mes bras endoloris, ma robe trempée, mes cheveux collés à mon visage. Je me souviens comme tu étais petit contre moi. Ton souffle chaud contre mon cou. Je me souviens avoir prié, non pas pour moi, mais pour toi. Chaque pas que je faisais était une promesse que je ne te laisserais pas tomber. Le stylo a légèrement tremblé alors que je faisais une pause. Mes yeux se sont tournés vers la petite étagère où se trouvait le bol bleu de Sèvres.
Sa anse était fissurée mais soigneusement recollée. Ce bol avait appartenu à son père. Chaque matin, je l'avais lavé, séché et sorti. Même après le décès de son père, je l'avais traité comme si en prendre soin le gardait avec nous. Je me suis penchée plus près du papier et j'ai continué à écrire. Le bol de ton père a été mon compagnon plus longtemps que tu ne le réalises. Il a survécu à chaque déménagement, chaque perte, chaque matin où je me suis levée avant l'aube pour travailler à 2 emplois afin que tu puisses grandir. Je m'y suis accrochée comme si c'était lui, comme si à travers lui je pouvais puiser la force que je n'avais plus. Et je l'ai gardé pour toi aussi, parce que je voulais que tu te souviennes que l'amour est quelque chose que l'on verse quotidiennement, pas seulement quelque chose que l'on dit. Ma voix s'est étranglée alors que les mots remplissaient la page. Le son dans ma tête était comme un murmure. Si quelqu'un avait écouté, cela aurait été une voix off. La confession d'une mère résonnant dans le noir. J'ai continué. Il y a 6 mois, tu as placé ma vie sur le trottoir dans des sacs poubelles. J'ai regardé le bol que j'avais chéri Gésir brisé parmi de vieux vêtements et des souvenirs. Tu ne m'as pas vu me pencher pour le ramasser, mais je l'ai fait. Je l'ai emporté avec moi, je l'ai enveloppé dans un tissu, et plus tard, je l'ai recollé. Il n'est plus ce qu'il était, Étienne, mais il tient encore, tout comme je tiens encore de l'amour pour toi. Des larmes ont brouillé ma vision, mais mon stylo a continué. Je ne peux pas te rendre la sécurité de l'enfance. Je ne peux pas te porter comme je l'ai fait autrefois sous la pluie. Tu dois te porter toi-même maintenant, mais je ne cesserai jamais d'être ta mère. Mon amour demeure même si ma maison ne le fait pas. Je te pardonne, Étienne, mais le pardon n'est pas la même chose que la capitulation. Tu construiras ton propre toit, ta propre table, tes propres matins. C'est ainsi que tu grandiras. C'est ainsi que tu honoreras ce que je t'ai donné. J'ai posé le stylo. Le silence s'est fait plus pressant, épais du poids de ce que j'avais libéré. J'ai plié la lettre soigneusement, aplatissant les plis, et je l'ai glissée dans un vieux coffret en bois que je gardais sous le bureau. À l'intérieur se trouvaient déjà de petites reliques de ma vie, des photographies, les talons de billets de train de mon voyage de retraite, et maintenant cette lettre. Doucement, j'ai soulevé le bol bleu de Sèvres et je l'ai placé à l'intérieur de la boîte également. Sa couture recollée a capté la lumière de la lampe. Imparfait mais entier, un symbole à la fois de rupture et d'endurance. J'ai fermé le couvercle lentement, comme pour sceller à l'intérieur à la fois le chagrin et l'espoir. Mon cœur était lourd mais plus léger à la fois. Cette lettre ne serait jamais postée. Étienne ne la lirait jamais. Mais elle n'était pas pour lui. Elle était pour moi. Pour mettre en mots ce qui m'avait hanté et pour laisser les mots reposer en silence. J'ai murmuré dans la pièce, ma voix basse mais certaine. Je te pardonne, mon fils. Mais je ne me perdrai pas à nouveau. Le poids s'est déplacé dans ma poitrine, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la rage, pas du désespoir, mais une force tranquille. J'avais choisi ma limite, claire comme le jour. Je ne le rejetterai pas comme il l'avait fait pour moi, mais je ne lui permettrai pas de franchir la ligne que j'avais tracée. Le pardon et la protection pouvaient coexister. L'amour et la distance pouvaient se côtoyer. Je me suis approchée de la fenêtre et je l'ai ouverte en grand. Les lumières de la ville scintillaient sur la rivière, chaque reflet se brisant et se reformant à la surface de l'eau. J'ai inspiré profondément, laissant l'air de la nuit me laver. À ce moment, j'ai su que c'était le pivot. C'est là que la douleur se courbait vers la guérison, où la colère se dissolvait dans la résolution. Le destin d'Étienne serait le sien à façonner. Le mien, enfin, était fermement entre mes propres mains. J'ai fermé la fenêtre doucement. J'ai éteint la lampe et je me suis glissée dans mon lit. Mon corps s'est détendu dans le calme. Mon âme, plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. La lettre, le bol, les souvenirs. Ils resteraient avec moi. Mais moi, Sylvie, j'avancerai, déchargée. J'ai appris à quoi ressemble la responsabilité quand personne ne la raconte et qu'aucune caméra ne s'attarde pour les applaudissements. Elle est arrivée dans des enveloppes et des tampons du tribunal, dans des courriels qui commençaient par « avis » et se terminaient par « solde dû ». Je n'ai rien orchestré de tout cela. Je n'ai même pas répondu à tous les messages. J'ai regardé les semaines tourner comme des pages, et les choix d'Étienne ont rattrapé Étienne. La première enveloppe est arrivée à mon adresse par erreur, un créancier me liant encore à l'ancienne maison. Je l'ai ramené à la boîte aux lettres. Plus tard, Claire m'a envoyé par texto une photo des affichages du palais de justice. Un petit avis listait mon fils parmi les défendeurs pour des comptes impayés. J'ai regardé la photo et j'ai retourné mon téléphone, face cachée.
Par des voisins qui m'écrivent encore, j'ai appris qu'il avait perdu son poste à l'agence. Ils ont appelé ça une « restructuration ». Le vendredi est arrivé, et son badge n'ouvrait plus la porte. Il est sorti en portant une boîte en carton. Les factures ont une façon d'apprendre à courir plus vite que les gens. Les services de recouvrement l'ont trouvé. La voiture est partie la première. Il l'a rendue avec 2 mois de retard et a quitté le parking avec un horaire de bus plié dans sa poche, comme une nouvelle carte qu'il ne voulait pas. Un ami lui a prêté une sous-location pour 3 semaines. Le bail de l'ami s'est terminé et le canapé avec. Il a dormi 2 nuits dans un motel près de l'autoroute. Les services de logement social ne se soucient pas du charisme. Ils se soucient des formulaires avec des cases et des justificatifs. Il a fait la queue dans des files où tout le monde garde le visage tourné vers le sol. Il a rempli des demandes d'une écriture fatiguée, les chiffres sur ses fiches de peine étant plus suffisants pour le placer au-dessus du seuil. Un employé a glissé une brochure sous une vitre et a dit que des logements à loyer modéré pourraient se libérer à l'automne. Un après-midi, je marchais sur le sentier au bord de la rivière et je l'ai vu de l'autre côté de la rue, les épaules arrondies sous une veste trop fine pour le vent. Il ne m'a pas vu. Il lisait un avis collé sur une porte. Je me suis arrêtée derrière un arbre et je lui ai laissé son intimité, le seul cadeau que je pouvais lui faire. Mélissa a envoyé un message une fois dans un groupe de discussion à peine vivant, demandant des chambres à louer près de chez ses parents. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait déménagé plus loin avec les enfants, plus près d'un emploi avec des horaires réguliers et une assurance maladie. Étienne a finalement trouvé une chambre près de la gare de triage, au 3e étage, avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Le loyer était bas parce que les escaliers étaient raides et que le chauffage cliquetait comme une vieille fanfare. Il m'a envoyé l'adresse par texto, sans fioriture. Je l'ai enregistré. Je ne lui ai pas rendu visite. L'amour ne frappe pas toujours à la porte tout de suite. Il a pris des postes pour approvisionner les rayons dans un hypermarché. Puis du travail le week-end avec une équipe de déménageurs. La première fois qu'il a mal soulevé une commode, il s'est tordu le dos et a passé une nuit par terre avec une serviette roulée sous les genoux. Le lendemain matin, il a préparé des commandes et a appris à plier les genoux. Il a appris les itinéraires de bus par cœur et quelle laverie automatique accepte les pièces. Les créanciers appelaient toujours. Il a appris à répondre et à négocier, à demander des plans de paiement qui ne le noyaient pas. Un avocat spécialisé en surendettement, le même nom que j'avais glissé dans l'enveloppe au café, a déposé son dossier au début du printemps. La paperasserie était fade et impitoyable. Elle exigeait de suivre des cours au titre sobre sur l'argent et le comportement. À la réunion des créanciers, il s'est assis sous des néons pendant qu'un mandataire posait des questions simples qui tombaient comme des pierres. Il a répondu oui, puis non, puis je ne sais pas, et a signé des papiers qui semblaient plus lourds que n'importe quelle commode qu'il avait porté tout l'été. Je n'ai rien arrangé. Je n'ai pas envoyé d'argent pour le loyer dans un élan de miséricorde tardif. Je me tenais à ma fenêtre et je regardais la rivière garder son rythme. La responsabilité n'est pas une scène de foule. C'est un homme qui se réveille à 5 heures pour attraper le premier bus. C'est une signature sous serment. C'est la décision silencieuse d'arrêter de promettre et de commencer à payer. Un soir vers la fin de l'été, je suis passé devant son immeuble en allant au marché. Je ne l'avais pas prévu. Sur le perron était assis Étienne avec un petit sac de courses entre ses chaussures. Du pain, des œufs, un pot de beurre de cacahuète et une pomme. Il tenait la pomme comme un rappel que quelque chose peut encore être doux. J'ai continué à marcher. Au coin de la rue, je me suis arrêtée et je me suis retournée juste assez pour le voir casser la pomme en 2 avec ses mains et offrir la plus grande moitié à un garçon du 2e étage. Le garçon a souri et s'est assis à côté de lui. Étienne a montré au garçon comment jongler avec 2 morceaux et en attraper un. Ce n'était pas la rédemption. C'était une note tenue sur un ton plus stable. Cette nuit-là, j'ai écrit une phrase dans mon carnet de « choses que je peux faire ». Je peux laisser les conséquences enseigner. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la confiance la plus simple que je pouvais pratiquer. Il avait cherché de l'air et avait trouvé la terre ferme. Mon rôle était de rester le rivage qu'il pourrait reconnaître de loin, stable, sans fioriture, toujours là. La responsabilité n'est pas la vengeance. C'est la lumière du jour qui revient à la même heure chaque matin, que nous soyons prêts ou non. J'ai mis mon réveil. J'ai préparé de la tisane dans ma propre cuisine et j'ai souhaité à mon fils une autre journée ordinaire pour essayer à nouveau. J'avais pensé que mon appartement serait toujours temporaire, un lieu d'attente entre qui j'étais et qui je devais encore devenir.
Mais un soir d'automne, alors que l'air portait l'odeur de la fumée de bois et que la rivière chatoyait de reflets orangés, j'ai ouvert ma porte et j'ai réalisé que j'avais commencé à façonner un nouveau genre de famille. Non pas celle liée par le sang, mais celle tissée par le choix, la gentillesse, la survie. Claire est arrivée la première, un plat à gratin en équilibre sous un bras et une bouteille de cidre pétillant sous l'autre. Elle m'a embrassé sur la joue, son parfum doux, familier, rassurant. Derrière elle venait Hélène, une veuve de mon immeuble qui avait perdu son mari 3 hivers auparavant. Elle portait un plateau de biscuits qu'elle avait préparé avec sa petite fille cet après-midi-là. Puis Marion, qui avait autrefois partagé mon arrêt de bus sur le chemin du travail il y a des années, marchant maintenant lentement avec une canne, mais souriant largement comme si elle avait attendu toute sa vie une invitation comme celle-ci. J'ai mis la table avec des assiettes dépareillées trouvées dans des brocantes et des dons. Rien n'était assorti, mais d'une manière ou d'une autre, tout avait sa place. Des bougies vacillaient, captant la verrerie avec de douces étincelles. Le gratin fumait, le pain se réchauffait dans le four, et le beurre ramollissait sur le comptoir. Nous avons tiré des chaises de tous les coins de mon petit appartement et les avons serrées autour de la table. Quand nous nous sommes finalement assises, il y a eu un silence, non pas gênant, mais sacré. Le genre de silence qui se produit lorsque tout le monde reconnaît qu'il est exactement là où il devrait être. Nous avons commencé par des histoires. Claire m'a taquiné à propos de la fois où nous avions travaillé tard dans la nuit au cabinet, alimenté uniquement par des cacahuètes de distributeurs et du café instantané. Hélène a décrit les anciennes parties de pêche de son mari, ses yeux brillants non pas de chagrin, mais de fierté. Marion nous a parlé du jardin qu'elle avait autrefois entretenu, de tomates assez sucrées pour être mangées comme des pommes. Chaque histoire était un cadeau passé à travers la table comme du pain. Quelque part entre le plat principal et le dessert, j'ai remarqué ma jeune voisine Léna qui hésitait près de la porte. Elle a à peine 20 ans, une étudiante qui travaille le soir au bistrot du coin. Elle était passée emprunter du sucre une semaine plus tôt, et je l'avais invitée à se joindre. À nous si elle était libre. Maintenant, elle se tenait là, incertaine, les mains dans les poches de son sweatshirt. Je lui ai fait signe d'entrer. Il y a toujours de la place pour une de plus, ai-je dit. Elle a rougi, a enlevé ses chaussures et a trouvé une place au coin de la table. Alors que les autres l'accueillaient, elle n'arrêtait pas de me regarder, étudiant mon visage comme si elle cherchait quelque chose. Finalement, lorsque l'atmosphère s'est de nouveau détendue, elle s'est penchée près de moi et a murmuré « Vous me rappelez ma mère ». Ces mots ont atterri comme une main doucement posée sur mon cœur. Pendant des années, j'avais cru que ma valeur se mesurait à l'approbation d'un seul fils. Pourtant, voici cette jeune femme, non liée à moi par le sang, me voyant comme une figure de soin, de stabilité. J'ai touché sa main et j'ai dit doucement « Alors peut-être que ce soir, tu en as trouvé une deuxième ». Elle a souri, les yeux brillants. Nous avons passé des assiettes de biscuits. Nous avons rempli les verres. Nous avons ri des vieilles blagues de bureau de Claire qui avaient encore, d'une manière ou d'une autre, leur charme. Hélène a chanté un cantique à voix basse en faisant la vaisselle, et Marion a montré à Léna comment plier les serviettes en triangle parfait. Mon petit appartement, autrefois rempli de l'odeur des cartons et de la solitude, débordait maintenant de cannelle, de beurre, de lumière de bougies et de voix. Quand la dernière assiette a été empilée et la dernière tasse rincée, nous nous sommes attardés dans le salon. Claire a étendu ses jambes sur le pouf. Hélène a tiré un châle sur ses épaules. Marion a tapoté doucement sa canne contre le sol comme pour marquer le rythme d'une mélodie qu'elle seule pouvait entendre. Léna s'est blottie contre le fauteuil, la tête penchée vers moi avec confiance. J'ai regardé autour de moi et j'ai senti quelque chose bouger au plus profond de moi. La famille de sang m'avait rejetée. Pourtant, ici, dans ce cercle de famille choisie, je n'étais pas jetable. J'étais vue, appréciée, chérie. Pas comme un fardeau, pas comme un reste, pas comme une ligne dans les plans de quelqu'un d'autre. J'étais une personne qui avait encore des histoires à raconter, des tartes à faire, des mains à tenir. Avant de nous séparer, j'ai donné à chacune d'elles un petit souvenir de mes boîtes. Hélène a reçu une écharpe que j'avais tricotée il y a des années. Marion a pris une petite tasse à thé avec une fissure soigneusement réparée à la colle dorée. Claire a accepté un vieux stylo de bureau, plaisantant qu'elle n'aurait plus d'excuses pour oublier d'écrire. Et Léna, de ses doigts tremblants, a accepté un petit cœur en céramique que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Elle l'a glissé dans sa poche comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle possédait. Quand la porte s'est refermée derrière la dernière invitée, je me suis assise seule dans le bourdonnement silencieux de mon appartement. Pourtant, je ne me sentais pas seule. Leur voix résonnait encore,
chaude comme la lueur de la dernière bougie. L'air portait l'odeur du pain cuit et de l'espoir partagé. J'ai réalisé alors que la famille n'est pas seulement héritée, elle est cultivée. Il ne s'agit pas de savoir qui vous laisse avec des sacs poubelles au portail. Il s'agit de savoir qui se présente avec des gratins, des biscuits et des histoires, qui s'assoit sur des chaises dépareillées autour d'une table bondée, et qui murmure que vous leur rappelez quelqu'un qu'ils aiment. Cette nuit-là, en lavant le dernier verre et en le plaçant à l'envers sur l'égouttoir, j'ai murmuré dans la pièce « Je suis chez moi ». Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. Le matin est revenu comme un cantique familier. La bouilloire a cliqueté, la rivière s'est déplacée en un ruban patient, et j'ai posé une tasse sur le comptoir avec la fermeté d'une main exercée. J'ai soulevé le bol à café bleu de Sèvres de mon mari de son étagère. La couture de colle le long du bord a capté un fin filet de lumière. À côté, sur une petite soucoupe près de la porte, mes nouvelles clés attendaient, des dents de laiton, ordinaires, miraculeuses. J'ai préparé une tisane, j'ai porté le plateau à table et j'ai placé le bol à côté des clés. La nature morte ressemblait à un verdict et à une bénédiction. J'ai touché la porcelaine et le métal et j'ai murmuré. Il peut se fissurer, mais il ne se brisera pas. Il peut être perdu, mais il ne disparaîtra pas. Je parlais au bol. Je me parlais à moi-même. L'appartement m'avait apprise. Les plantes se tournaient vers la fenêtre chaque matin. Un tableau en liège près du bureau contenait des listes avec des coches bleues. La bibliothèque portait des grands livres à côté de quelques romans têtus. Les sacs poubelles avaient autrefois annoncé mon exil. Les clés annonçaient maintenant ma revendication. L'image du bol et des clés était un cercle qui se fermait et une porte qui s'ouvrait. Claire a frappé et est entrée avec un sac en papier. « Des bagels », a-t-elle dit, les joues rouges de la marche. Nous avons rompu le pain chaud et avons mangé avec un appétit tranquille. Elle a regardé la table, a vu l'association et a hoché la tête. « La boucle est bouclée », a-t-elle murmuré. Et un tour de plus. La bénédiction peut être aussi petite que ça. Après son départ, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit le titre qui me trottait dans la tête depuis des semaines. Des sacs poubelles aux nouvelles clés. Les gens du centre social n'arrêtaient pas de me demander comment ouvrir des comptes, comment protéger leur pension, comment vivre seul sans s'excuser. Je n'aime pas les microphones, mais j'honore les questions. J'ai créé un blog simple et j'ai commencé. Le premier article racontait l'histoire directement, sans fioriture. Le deuxième expliquait un contrat d'assurance vie en langage clair. Ce que c'est, qui le détient, pourquoi il protège. Le troisième proposait une liste de courses pour une personne et une marmite de soupe qui dure jusqu'à mardi. J'ai ajouté une page intitulée « Rituel ». J'ai écrit que rincer une tasse préférée peut être un moyen de rappeler à vos mains qu'elles vous appartiennent toujours. J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai laissé la rivière continuer à couler. 1 heure plus tard, un commentaire est apparu. « Merci. Je me reconnais ici. » Puis un autre. « Ma fille m'a envoyé ça. Je pensais que j'étais seule. » Un autre. « Vous avez transformé la douleur en une carte. » J'ai imprimé cette ligne et je l'ai épinglée sous les mots « Continue ». Le lundi, je me suis jointe à un cours de yoga pour seniors au centre de loisirs. Nos tapis grinçaient. Notre instructrice nous rappelait de desserrer nos mâchoires. En posture du guerrier, je me sentais ridicule et solide. En savasana, j'ai pleuré pendant 3 minutes et je me suis relevée plus légère. Une femme nommée Béatrice m'a serré la main et a dit « Ça devient plus calme. Pas plus facile. Plus calme. » Nous avons marché ensemble sur 2 pâtés de maison pour rentrer. 2 femmes trouvant un rythme réalisable. Le mercredi, j'écrivais. Le blog a rassemblé des lecteurs dont je n'apprendrai jamais les noms en personne. Une grand-mère à Phoenix, une infirmière à Buffalo, un fils qui aurait aimé savoir comment aider sa mère. J'ai répondu à certains commentaires avec des détails spécifiques et à d'autres avec une seule phrase. Vous n'êtes pas jetable. Le jeudi, le centre social organisait un atelier gratuit sur les outils juridiques de base. Arthur, l'avocat de mon défunt mari, a accepté d'enseigner 1 fois par mois. Je versais la tisane et je traduisais le vocabulaire du pouvoir en langage de cuisine. J'ai commencé à transporter des fiches dans mon sac à main avec 3 lignes. Un numéro d'urgence, un site d'aide juridique et la phrase que j'avais prononcée sur le bol. Il peut se fissurer, mais il ne se brisera pas. Je les distribuais discrètement, des graines dans des enveloppes sans prétention. La vie est restée ordinaire et gérable. Je cuisinais des haricots le dimanche et je congelais des portions. Je raccommodais le coude de mon pull.
Je changeais les piles du détecteur de fumée avant qu'il ne puisse se plaindre à 2 heures du matin. Il y avait des progrès que je pouvais mesurer. Une femme a écrit « J'ai ouvert mon propre compte bancaire aujourd'hui ». Une autre « J'ai demandé à être ajoutée à l'acte de propriété ». Une autre « Je suis partie et je continue de partir ». Le bol et les clés gardaient leur poste sur la table. J'ai pris des photos pour le blog, le bord réparé captant la lumière du matin, les clés étalées comme des lettres et plans, foyer. Mes mains, plus âgées, stables, encadrant les deux. Je ne montrai pas mon visage. C'est une histoire sans visage. Les objets parlent. Un soir, Léna, la voisine, a frappé avec un CV. Nous avons transformé les excuses en verbes et avons coupé le reste. Elle m'a serré dans ses bras à la porte et a dit « Vous donnez l'impression que c'est possible ». Quand elle est partie, je suis restée la paume sur le bois, reconnaissante pour la simple réciprocité de l'espoir. De petites invitations sont arrivées. Une bibliothèque m'a demandé de donner une conférence. J'ai refusé et j'ai écrit un guide imprimable à la place. Une radio locale a demandé une interview. J'ai dit oui quand ils ont promis aucun spectacle. Après sa diffusion, d'autres messages. J'ai vidé le tiroir des vieilles enveloppes et j'ai mieux dormi. Merci de parler doucement. Pour mon anniversaire, Claire m'a offert un porte-clés en forme de petite maison. Nous l'avons attaché à mon trousseau. Les clés ont teinté les unes contre les autres comme des pièces dans une fontaine. Nous avons marché jusqu'à la rivière, sans rien dire pendant un long moment. L'amitié c'est quand le silence est le langage le plus vrai. De retour à la maison, j'ai de nouveau préparé de la tisane. J'ai posé le bol bleu de Sèvres à côté des clés et j'ai pris une photo. Je l'ai postée avec la phrase qui était devenue un refrain. Il peut se fissurer, mais il ne se brisera pas. Il peut être perdu, mais il ne disparaîtra pas. Les commentaires ont fleuri comme des lanternes dans un champ sombre. Ma mère vous aurait adoré. J'ai 30 ans et vous m'avez fait réfléchir à la façon dont je parle aux femmes qui m'ont élevée. Je pensais être la seule à avoir ramassé ma vie sur le trottoir. Je ne suis pas seule. Un électricien à la retraite a écrit pour dire qu'il avait réparé la lumière de son Porsche et avait senti la pièce dans sa poitrine s'éclairer aussi. Une enseignante a partagé mon guide avec sa classe d'alphabétisation. Une petite fille a imprimé le mantra et l'a collé à l'intérieur du placard de sa grand-mère. Ils ont écrit « Merci ». Je ne crois pas aux fins bien rangées. Je crois aux continuations fidèles. Le cercle n'est pas parfait. C'est une spirale qui revient aux mêmes endroits avec plus d'espace à chaque fois. Certains matins, la vieille douleur se réveille avec moi. Je touche la couture réparée et je me souviens. Puis la bouilloire fredonne. La rivière plaide pour le mouvement. Et je le choisis. Je choisis à nouveau. Je remets le bol sur son étagère et j'accroche les clés près de la porte. Demain, je verserai de la tisane à l'atelier, je marcherai jusqu'au yoga, j'écrirai 2 paragraphes et je répondrai à 3 messages avec soin. J'achèterai une part de tarte et je la mangerai sur le balcon alors que la lumière deviendra dorée. Si vous écoutez et que vous vous êtes déjà tenu devant un portail avec votre vie emballée dans des sacs, écoutez-moi. Vous n'êtes pas l'ordure. Vous êtes le gardien des clés. Venez vous asseoir à la table. Nous préparons une tisane. Nous planifierons. Nous avancerons ensemble, tranquillement et régulièrement, jusqu'à ce que le calme sonne comme une victoire. Le téléphone a vibré une fois sur la table. J'ai failli l'ignorer, mais l'habitude a attiré mes yeux. L'écran affichait le nom d'Étienne, un message plus court qu'un souffle. « Maman, je suis désolée. Quand tu seras prête, j'attendrai. » Ma main a plané, puis s'est abaissée. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre la table, son pouls silencieux se fondant dans le bourdonnement du soir. J'ai porté ma tisane sur le balcon. La rivière s'étendait en bas, un long collier de lumière, chaque ondulation captant le coucher du soleil et le renvoyant plus brillant. Les voitures chuchotaient sur le pont. Des rires flottaient depuis le parc où les enfants étiraient les dernières lueurs du jour. J'ai enroulé la couverture autour de mes épaules et je me suis adossée à la chaise. Le monde était stable sans réponse. À l'intérieur, la table portait sa nature morte familière, le bol réparé et les nouvelles clés. Je les ai regardés à travers la porte ouverte. 2 objets, 2 vérités. Quelque chose de brisé, toujours utile. Quelque chose de nouveau, revendiquant sa place. Ils me regardaient tandis que je regardais la rivière. Compagnons en silence. J'ai pensé aux années où le rire d'Étienne remplissait ce genre de soirée, où ses mains cherchaient les miennes sans honte.
J'ai pensé à la voix tranchante de Mélissa dans ma cuisine, ses yeux mesurant déjà mon absence avant qu'elle ne soit réelle. Puis j'ai pensé à Claire, à Béatrice, au CV de Léna, aux voisins qui se passaient du pain sur ma petite table. Le bilan n'était pas simple. Il était alourdi par la perte et équilibré par des cadeaux inattendus. Je ne savais pas ce qui se passerait avec Étienne. Peut-être qu'il construirait à partir des ruines. Peut-être qu'il y errait plus longtemps. Mon choix n'était pas de décider de son sort, mais de protéger le mien. Les limites, autrefois étrangères, étaient devenues fluides. Le message sur mon téléphone n'a pas défait la couture du bol ni arraché les clés de ma main. Il existait simplement, comme une note laissée sous un paillasson, en attente. Je pourrais l'ouvrir un jour, ou jamais. Les deux étaient de la survie. Les deux étaient de l'amour, à leur manière mesurée. J'ai murmuré dans le crépuscule, sans être certaine si c'était une prière ou un rappel. Certaines portes se ferment pour que nous puissions en franchir d'autres. L'air du balcon me l'a renvoyé, frais et sûr. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, ai-je dit. Mais je sais ceci, je ne serai plus jamais mise à côté de sacs poubelles. Les mots ont atterri dans ma poitrine avec le poids d'un vœu et la légèreté d'une libération. La guérison n'est pas bruyante. Elle est stable comme une rivière, comme un souffle. J'ai pris les clés de la soucoupe et je les ai tenues dans ma paume. Elles étaient chaudes des derniers rayons du soleil. Les dents de laiton brillaient comme de petits torchers. J'ai refermé mes doigts dessus, j'ai senti le poids, la promesse. La caméra de la mémoire s'est approchée, cadrée serrée sur le trousseau de clés contre ma peau. Pour un fondu non pas vers le noir, mais vers la lumière. Le genre de lumière que l'on emporte avec soi. Avant de lâcher prise, j'ai pensé à vous. Quiconque est assis dans une autre pièce à regarder cela se dérouler. C'est peut-être le matin là où vous êtes. Le jour commençant avec la vapeur s'élevant d'une tasse de café. C'est peut-être tard dans la nuit et des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie quand le silence devient trop vif. Où que vous soyez, sachez que je lis les commentaires. Chacun est un fil nous reliant à travers la distance. Vos mots ne sont pas vains. Ils atteignent. Ils stabilisent. Ils guérissent. Si mon histoire a touché la vôtre, si elle a remué quelque chose de tendre ou de fort, je vous demande de rester. Abonnez-vous. Non seulement pour entendre un autre conte, mais pour appartenir à un cercle qui croit encore en la gentillesse, en la guérison, en les secondes chances. Nous sommes dispersés à travers les villes et les rivières, les matins et les nuits. Mais ici, nous nous rassemblons, non pas pour oublier nos blessures, mais pour honorer la façon dont nous les réparons. Merci de m'avoir accordé ce temps. Merci de vous être assis avec moi au bord de la rivière, d'avoir tenu le bol et les clés dans votre imagination. Emportez-les dans vos propres jours. Rappelez-vous que parfois le miracle ne frappe pas bruyamment. Il attend, patient, jusqu'à ce que vous soyez prêt à tourner la serrure, à ouvrir la porte et à laisser votre cœur respirer à nouveau. Prenez soin de vous, où que vous soyez, jusqu'à la prochaine histoire. Gardez vos clés près de vous, votre tasse stable, et votre courage silencieux mais intact.